Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, c'est officiel depuis hier, l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré a rejoint le camp présidentiel. L'annonce a été faite à l'occasion de la présentation de vœux du nouvel an du parti à ses militants et à son président. Les élèves de l'École nationale de santé publique exigent la reprise des activités académiques après plus de 2 mois de suspension de cours. Une situation qui serait liée à une soutenance jugée illégale par certains professeurs. Plus de détails dans quelques minutes. Aux États-Unis, Donald Trump fait face à une nouvelle tentative de destitution suite aux événements troublants du Capitole. Les démocrates ont déposé mardi un acte d'accusation à la Chambre des représentants. Comme nous vous le disions en titre, le parti de Zéphirin Diabré a officiellement quitté l'opposition pour s'allier à la majorité présidentielle. L'information a été livrée hier lors de la présentation de vœux du parti à son président et à ses militants. Les membres du bureau de l'UPC ont également félicité l'ancien chef de file de l'opposition pour sa nomination au poste de ministre en charge de la réconciliation nationale. Sanata Siri. L'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. Ainsi, le parti du Lion rejoint officiellement la majorité présidentielle. Cette sortie médiatique de Zéphirin Diabré intervient au lendemain de sa nomination au poste de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Une nomination dont il se réjouit d'ailleurs, tout en exprimant sa reconnaissance au président Roch-Marc Christian Kaboré pour la confiance placée en lui. Et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau, une autre fois, de remercier le président du Faso pour la considération qu'il a accordée à notre parti, en pensant que, vu son histoire, vu son expérience, vu son positionnement politique d'hier ou d'aujourd'hui, il est en capacité de conduire cette délicate mission. Sur un plan strictement personnel, je le remercie pour la grande confiance qu'il me témoigne ainsi. Je voudrais donc ici, de manière solennelle, le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Pour lui, si l'UPC n'est plus au sein de l'opposition politique, c'est le peuple burkinabé qui en a décidé ainsi, en faisant du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, nouveau chef de file de l'opposition. Il dit donc prendre acte de cette décision tout en félicitant son successeur. Par leur vote, à l'occasion de ces élections législatives, les Burkinabés ont exprimé clairement leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Ils ont donc choisi d'opérer une alternance au niveau du CEFOP. En tant que bons démocrates, nous en prenons acte. C'est le lieu pour moi de présenter toutes nos chaleureuses félicitations au nouveau chef de file de l'opposition, M. Edi Komboigo, et à son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le nouveau ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale bénéficie du soutien des militants de son parti. Pour eux, Zéphirin Diabré a toutes les compétences pour être à la hauteur de cette mission. Qui mieux que lui, au sortir de ces élections, après avoir combattu ce qu'on pourrait appeler les adversaires d'hier, qu'est le CDP, s'est retrouvé encore dans la même maison commune pendant 5 ans, travailler avec ceux qu'il a combattu hier. Est-ce que vous avez déjà appris au CEFOP un seul jour qu'il y a des couacs entre le CDP et l'UPC? C'est pour vous dire que c'est un grand manager. Il a la carapace, il a les capacités managériales pour pouvoir conduire cette réconciliation. Le président Diabré a toujours répété qu'il n'a aucun problème de personne avec qui que ce soit. Ce n'est pas des paroles, c'est une réalité. Cette cérémonie de présentation de vœux était le lieu également pour l'UPC de passer en revue les activités du parti courant l'année 2020 et faire des projections pour 2021. Du reste, le parti a réaffirmé son engagement à accompagner le président du Faso en toute loyauté.
Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience à tour de rôle le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et le Haut Conseil pour le dialogue social. Il a été question avec ces deux institutions de faire le point des résultats acquis et de voir les perspectives pour ce deuxième mandat de Rochma Christian Kabori Serge Bado. Léandre Bassolé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, est le premier à être reçu par le chef de l'exécutif. Avec Christophe Joseph-Marie Dabiré, il était question de la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale, une institution qui, selon Léandre Bassolé, démontre de la volonté du chef de l'État à faire de la réconciliation nationale une priorité. Nous sommes une institution qui sera amenée donc à travailler, à voir avec cette nouvelle structure, cette nouvelle institution qui est créée à la présidence du FASO, comment est-ce que nos missions peuvent se compléter. C'est-à-dire nous avons aussi évidemment dans notre mandat la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le Premier ministre a bien voulu donc nous informer sur justement la vision, sur les raisons qui ont conduit le chef de l'État à procéder à cette création et à porter son choix sur celui que vous connaissez pour la conduire. Après le H-Kroun, c'est au tour de Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil pour le dialogue social, d'être reçu par le Premier ministre. Avec lui, il a été question des grandes orientations du gouvernement sur le dialogue social et la réconciliation après le premier conseil des ministres tenu à l'issue de la formation du gouvernement. On a échangé avec le Premier ministre parce qu'après l'installation du gouvernement et la rencontre le premier conseil des ministres, le Premier ministre a tenu à nous rencontrer pour nous donner un peu les grandes orientations de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne le dialogue social et la réconciliation. C'est autour donc de ça que nous avons échangé. Il nous a donné quelles sont les grandes lignes du président du FASO, comment le gouvernement compte travailler dans ce sens et quel pourra être donc, l'apport de notre structure, le Haut Conseil du dialogue social. Notons que les deux institutions, à l'issue des audiences, ont annoncé la poursuite de leur mission afin de consolider les résultats déjà acquis. Quant au Haut Conseil pour le dialogue social, il compte poursuivre dans cet élan afin de parvenir à la signature d'une charte sociale. Ça ne roule pas bien du côté de la gestion du fret à burkinabé. Le Haut Conseil des transporteurs reproche au directeur général du comptoir burkinabé des chargeurs de ne pas être impartial dans son administration. Hier, dans une conférence de presse, le Haut Conseil des transporteurs a crié au non-respect de l'arrêté relatif à la gestion du fret et a ainsi interpellé le gouvernement à se saisir du problème afin d'éviter une autre crise dans le secteur des transports. Michael Tougri. Dans le domaine du transport, la gestion du fret au Burkina Faso est une véritable épine au pied du gouvernement. Plus de 3 ans que le gouvernement peine à mettre de l'ordre au sein des syndicats des transporteurs. Afin d'éviter les tensions qui minent ce secteur, un arrêté ministériel est adopté en octobre 2020 pour une meilleure gestion du fret. C'est un arrêté censé mettre un terme aux différentes crises qui secouent le milieu des transporteurs. Mais ce 12 janvier, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso exprime son mécontentement sur la gestion du fret. Dans la pratique, nous assistons à une manipulation par le CBC, j'insiste, par le CBC et certaines organisations syndicales qui créent de nombreuses difficultés que sont, premièrement, le blocage de livraison de bons de chargement, qui est le point d'achoppement, l'orientation par le CBC de tout demandeur de bons de chargement vers une structure syndicale, en l'occurrence Futur BF, qui est une organisation sœur, autant si vous voulez, le non-respect de l'article 11 de l'arrêté qui souligne que le bon de chargement est délivré par le CBC sans aucun intermédiaire. De toutes ces difficultés découlent des actions discrètement urdues par Sieur Maïga Issoufou dans les différents ports en complicité avec le DG du CBC en vue de saper l'application de l'arrêté porté sur la gestion du fret.
Selon le secrétaire général du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, Alassane Barro, le directeur général du CBC, loin d'être impartial dans son rôle de faire délivrer le bon de chargement aux transporteurs, fait de la discrimination. Et ce sont les chauffeurs, membres du Haut Conseil des transporteurs, qui en payent les frais et donc n'ont pas droit au bon de chargement, pourtant délivré gratuitement. Le bon de chargement est gratuit. Délivrer ça gratuitement à tous les transporteurs qui sont sur place, qui veuillent aller charger de la marchandise ailleurs. Mais il se trouve que quand tu pars, on te dit va aller prendre le bon de chargement au FITI-BF. Moi je dis je ne vais pas au FITI-BF, je vais à ACT. On dit il n'y a pas ACT. Parce que nous on ne connaît pas ACT. C'est pas comme ça. Comme le DG du CBC a pris parti, donc nous nous retrouvons dans une situation. Ça veut dire que quand les chauffeurs vont pour les bons, il veut que ce soit sous OTRAF qui travaillait avec lui auparavant. Nous sommes tous issus de OTRAF. Il y a eu une séparation, le noyau s'est éclaté pour que le Haut Conseil soit créé et que FITURB soit créé. À partir du moment que OTRAF rentre sous FITURB, selon leur dire, il a préféré continuer avec cette structure parce qu'il avait l'habitude de travailler avec cette structure seulement. Nous l'avons interpellé pour dire non, s'il fait ça, ça va engendrer des problèmes. Cette sortie médiatique du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso vise à interpeller le ministre en charge des Transports, Vincent Dabilgou. Et si aucune décision n'est prise pour une bonne application de l'arrêté ministériel du 21 octobre 2020, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso décline toute responsabilité quant à une éventuelle dégradation des activités dans le domaine du transport. Mettre très rapidement la main à la pâte, c'est ce que devrait faire visiblement le nouveau ministre en charge de la communication, Ousseini Tamboura. Ce constat fait suite aux différents dossiers remis sur la table par l'association des journalistes du Burkina et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Des préoccupations qu'il qualifie d'urgentes et pour lesquelles leurs attentes demeurent grandes. Chérif Yanogo, Denise Zida avec la voix de Abdoul Rahim Nyeni. À peine nommé à la tête du ministère de la Communication, Ousseini Tamboura est déjà attendu sur plusieurs dossiers. Selon l'association des journalistes du Burkina AJB, le dossier brûlant de l'heure est le cas des affectations des agents des médias publics qu'elle qualifie d'expulsion. Lorsque vous êtes journaliste dans un média comme la radio nationale et qu'on vous enlève pour vous envoyer, que ce soit à la télévision, à l'AIB ou à Citoyen le quotidien ou à Carrefour africain pour être journaliste, ça c'est une affectation. Mais lorsque vous êtes journaliste dans l'un de ces médias et qu'on vous enlève pour vous envoyer à la direction générale des médias, à la direction des ressources humaines, à la direction des statistiques, ou dans une commune rurale, je me pose bien la question, c'est pour que vous y fassiez quoi? Vous devenez tout sauf un journaliste. Donc à partir de ce moment, nous ne prenons pas ça comme des affectations. Nous pensons que c'était une atteinte grave à la liberté de presse et nous espérons qu'avec le nouveau ministre, il reprendra ce dossier-là et que certainement il va trouver une solution. Un autre chantier sur lequel les partenaires sociaux attendent le nouveau ministre reste l'harmonisation des textes régissant la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Avec l'ancien ministre Rémi Danginou, il avait été initié donc une relecture de ces textes-là. Je crois qu'à terme, c'était d'aboutir à un texte unique. On a trouvé que ce n'était pas forcément une bonne chose d'avoir adopté jusqu'à 3 textes pour régir à peu près la même matière, parce qu'il n'y a que les supports qui changent, sinon l'information c'est toujours l'information, peu importe le support, la communication c'est pareil. Donc ce projet-là avait été entamé, mais n'est pas arrivé à terme et nous espérons que l'actuel ministre va reprendre ce projet-là et pouvoir conduire ça à terme pour le bonheur de tous les acteurs des médias. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC espère de la part du nouveau ministre l'amélioration des conditions de vie des agents des médias, surtout ceux du privé. Le SYNATIC souhaite voir la mise en œuvre effective de la convention collective par les entreprises de presse. Dans les médias privés, vous avez les travailleurs qui souffrent aujourd'hui
et qui ne sont pas dans les conditions également pour faire leur travail. Et les travailleurs souffrent du manque de l'application de la convention collective dans les médias privés. Les regards des acteurs de l'information et de la communication sont désormais tournés vers Ousseini Tamboura. En attendant sa prise de fonction officielle, le nouveau ministre de la Communication a du pain sur la planche. S'il y a bien une direction qui a aussi du pain sur la planche en ce moment, c'est sans nul doute l'École nationale de santé publique. Hier, 12 janvier, ses élèves se sont dressés dans un mouvement d'humeur exigeant ainsi la réouverture immédiate des classes pour les cours académiques. Une suspension qui dure depuis plus de 60 jours et qui ferait suite à une soutenance jugée illégale par certains professeurs de l'établissement. Abdul Rahim Tabsoba et Abdul Rahim Nyenye pour en savoir davantage. À l'École nationale de santé publique, une question de soutenance jugée illicite indigne les élèves mobilisés en cette matinée devant leur école pour manifester leur mécontentement. Une élève exclue aurait été autorisée par le directeur de l'école de soutenir son mémoire sans le consentement de ses enseignants et encadreurs de stage. Colère ou frustration, ceux-ci posent l'annulation de la soutenance comme condition sine qua non à la reprise des activités académiques. Il y a eu un PFE de délibération qui l'a exclu. Donc si l'étudiant est exclu, comment après l'exclusion on peut venir faire une soutenance? C'est ça le vrai problème. La soutenance a été organisée par la direction générale parce qu'apparemment c'est le directeur général même qui a présidé la session. Donc tous les enseignants permanents de la DFFS ont rédigé une correspondance avec ampliation à madame même la PCA, au directeur général, à tous les services où les étudiants doivent prendre les stages. Donc ils se sont désengagés parce qu'ils ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire que les professeurs demandent à ce qu'on annule la soutenance. Si la soutenance est annulée, les activités vont reprendre. En attendant cette annulation, les élèves de la filière anesthésie estiment qu'ils sont des victimes collatérales de cette affaire. Soutenus par leurs camarades des autres filières, ils comptent maintenir la mobilisation jusqu'à la reprise des cours et des stages. Travaillez avec courage. Nous ne pensons pas que nos responsables sont entendants de ce que nous sommes en train de faire parce que depuis hier matin jusqu'à aujourd'hui, aucun membre de l'administration ne nous a approchés pour demander quoi que ce soit. Ils ignorent et ils sont restés indifférents par rapport à la situation. Nous aussi, nous sommes déterminés parce que nous savons que la faute ne nous incombe pas. Cette situation, nous ne sommes que des victimes collatérales de cette situation. Toutes nos tentatives pour avoir la version de la direction de l'École nationale de santé publique n'ont pas encore porté fruit. Une administration qui avait promis la résolution rapide du problème lors de la première manifestation des élèves en début décembre 2020. Les tricycles, parlons-en dans ce journal. Il est de plus en plus aisé d'en rencontrer au Burkina Faso, notamment dans les grandes villes telles que Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Encore appelés taxi-moto, chez nous, ces engins à 3 roues, malheureusement, créent bien des fois des désagréments aux autres usagers de la route. Quel type de permis faut-il posséder pour pouvoir les conduire? Quelle est la réglementation sur leur circulation? Et enfin, que dit la loi à ce sujet? Élément de réponse dans ce reportage de Sanata Siri. Ce sont eux les nouveaux patrons de la circulation dans la capitale burkinabé. Difficile de circuler à Ouagadougou sans apercevoir un tricycle, communément appelé taxi-moto. Ces conducteurs, en plus de la surcharge et du non-respect de leur cahier des charges qui n'autorise pas le transport des personnes, sont très souvent impliqués dans les accidents de circulation. Et pour cause, très peu de conducteurs ne disposent pas d'un permis de conduire conforme à la catégorie de leur engin. Toute chose qui met en danger les usagers de la route. On remarque l'augmentation du nombre de tricycles à moteur au niveau de la circulation, ce qui complique encore les choses. Puisque nous avons déjà beaucoup d'engins à 2 roues. Si les tricycles viennent s'ajouter, ça complique les choses, surtout que généralement les conducteurs de ces engins-là ne respectent pas les règles de la circulation et ils ont des mauvais comportements qui compliquent les choses. Par exemple les surcharges et autres, et ils communiquent au volant, donc là ça complique encore la circulation routière au Burkina Faso.
Les gens disent que nous circulons très mal. Sur ce problème, je conviens avec vous que certains conducteurs de taxi-moto ne donnent pas le bon exemple. Ce sont ces comportements isolés qui font qu'on nous met dans le même sac. Mais nous travaillons déjà à cela afin de redorer notre blason. Pourtant, la loi en la matière est bien claire. Il faut un permis de conduire de catégorie B1 avant de conduire un tricycle, nous explique le moniteur d'auto-école Edi Bado. Selon la loi 005-2018/AN, portant fixation des règles relatives à l'établissement, la délivrance et la validité des permis de conduire au Burkina Faso, pour conduire un tricycle à moteur, il faut le permis de la catégorie B1. Catégorie B1 pour conduire les tricycles et quadricycles à moteur. Voilà, donc si vous conduisez un tricycle, il faut avoir le permis de la catégorie B1, sinon vous êtes en infraction. Avant, on parlait de la catégorie A, mais depuis que la loi est là, on dit que c'est la catégorie B1. C'est une nouvelle catégorie qu'il faut forcément avoir avant de conduire les tricycles à moteur. Mais on remarque que généralement, ceux qui conduisent les tricycles à moteur n'ont même pas la catégorie A1. Donc c'est ça qui complique les choses. Ceux qui exercent à ce métier sont souvent organisés en association ou regroupés au sein d'un syndicat. Cependant, la législation concernant l'utilisation du tricycle n'est pas respectée ou du moins ignorée par certains conducteurs de taxi-moto. Par exemple, dans notre association, très peu de conducteurs ont un permis. Ceux qui ont des permis sont ceux qui disposent de permis de véhicules poids lourds ou poids légers. Sinon, moi-même, à mon humble avis, il n'y a pas de permis pour les tricycles. En plus du permis, il y a d'autres documents qu'on nous demande. Il s'agit par exemple de l'assurance, la visite technique et les documents liés au droit de stationnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec la police parce qu'il est difficile pour nous d'avoir tous ces documents. Nous profitons d'ailleurs de votre micro pour faire un plaidoyer pour qu'on nous allège un peu. Le classement de ces véhicules à 3 roues en circulation suscite souvent des confusions. Et les usagers de la route se demandent parfois s'ils sont dans la catégorie des voitures ou des motocyclettes. Bon, c'est pas une voiture, c'est pas une moto, c'est un tricycle à moteur. Voilà, en circulation, on va pas quand même pas les dire, vu les gabarits, on va quand même pas les dire de rester sur la piste urbaine cyclable. Ils vont circuler au niveau de la partie réservée aux automobilistes. Sinon, s'ils vont se mettre au niveau de la piste urbaine cyclable, ça va compliquer les choses. Donc, c'est pas une moto, c'est pas une voiture, c'est un tricycle à moteur. Le tricycle a fait son apparition au Burkina Faso dans les années 2000. Et son caractère pratique a fait de lui un engin incontournable, aussi bien pour les populations que les acteurs du secteur informel. Conçus pour le transport de marchandises, ces tricycles sont parfois transformés en véhicules de transport en commun dans certaines villes. C'est notamment le cas à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et pour encadrer son utilisation, un décret interdisant le transport des passagers par les tricycles a été adopté par les autorités en 2012 dans ces deux villes. Ce même décret leur impose également une vitesse technique, une licence spéciale délivrée par la Commission communale des transports terrestres et une inscription au registre des transporteurs. Vivement donc l'application de ces textes. Celui dont nous allons parler maintenant, c'est parfaitement allié passion et vocation. Abbé Stéphane Noël Ouedraogo est prêt, certes, mais il est également un mordu de la moto. Faisant partie de l'association des motards West Coast Adventure, il avance sur ses deux voies sans embûche. Passionné depuis sa plus tendre enfance, il est désormais un motard confirmé qui se consacre et s'investit pleinement dans la sensibilisation sur la sécurité routière. Une passion qui est également partagée par Marie-Louise Compaoré. Fatimata Nikiema nous fait découvrir ces deux personnages atypiques. Passionné de moto depuis tout petit, c'est après son ordination que le père Stéphane Noël Ouedraogo découvre vraiment le goût de la moto. Tout serait parti d'un ami venu demander une messe pour la protection des motards. Célébrée à la paroisse Notre-Dame de Kolognaba, cette messe a non seulement permis la protection des motards, mais également d'accueillir un nouveau membre qui n'est autre que le père Stéphane Noël Ouedraogo. J'ai acheté une moto et je suis motard plein maintenant avec le goût. Les gens sont toujours dans l'étonnement
de voir un prêtre qui fait la moto, mais sous nos cieux, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a un certain nombre. D'ailleurs, nous avons un petit groupe WhatsApp de prêtres motards où nous sommes pratiquement 5-6, des prêtres qui possèdent des grosses cylindrées. Il fait partie de la congrégation des Fils de Marie Immaculée avec pour spiritualité l'incarnation. Donc, comme le Christ, les membres de cette congrégation peuvent rejoindre les fidèles dans leur milieu de vie à laisser entendre notre Père motard. Et s'il faut que nous rejoignions les gens et à travers la moto et auprès des motards pour annoncer Jésus-Christ, on n'est pas à le faire. Tout de suite, on a été dans un sanctuaire qui est un orphelinat pour rendre visite et faire des dons. Je pense que c'est dans la logique, nous sommes dans la droite, sur la droite ligne de l'évangile. Abbé Stéphane Noël Ouedraogo est le seul prêtre de l'association West Coast Adventure, un groupe de motards qui fait la promotion de la sécurité routière à travers des activités de sensibilisation et d'œuvres sociales. Occupé les week-ends avec les célébrations, celui qui est appelé affectueusement padre dans le groupe ne manque pas d'occasion pour vivre pleinement sa passion. Je suis d'abord prêtre motard, je fais passer mon devoir de prêtre avant la moto. Quand mon temps me le permet, je vis ma passion de la moto avec mes frères motards, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Mais rouler la moto pour aller célébrer, dire une messe, et rouler la moto pour aller pour Jésus-Christ, aller voir un malade, confesser un malade, apporter l'Eucharistie. Et du coup, je vis aussi ma passion. D'ailleurs, j'ai une moto qui a une top case derrière, et du coup, je mets mes ornements là, et je prends ma moto, j'ai ma valise chapelle derrière, et je vais célébrer ma messe tranquillement. Marie-Louise Campaoré, seule fille du groupe, a elle intégré West Coast Adventure grâce à son beau-frère. Influencée et formée par celui-ci, Marie-Louise dit s'être intégrée facilement dans ce groupe de motards. Motarde à part entière, elle dit être traitée sur le même pied d'égalité que les hommes. Elle adore faire de la moto, mais aussi des gestes, a-t-elle dit. Ce qui m'a vraiment attirée dans ça, c'est les œuvres sociales. Par exemple, on fait beaucoup de dons, on fait beaucoup de formations sur la sécurité routière. En fait, c'est ça même qui me tient à cœur, le fait d'aller faire des dons à ceux qui en ont besoin. C'est vraiment, ça me touche. Le père Stéphane Noël Ouedraogo, lui, lance un appel à tout usager de la route à vivre la culture du soin, comme l'a recommandé le pape. Prendre soin de soi et des autres. Et selon lui, cela passe par la prudence et le port du casque en circulation. La tête, c'est comme une pastèque et quand ça tombe, ça se casse, a-t-il lancé. Nous disons qu'il est la preuve qu'on peut vivre sa vocation et sa passion sans inconvénient. Aux États-Unis, le président sortant Donald Trump pourrait ne pas terminer la dernière dizaine de son mandat. Après la victoire de Joe Biden, il a été donné d'assister à de gros spectacles de perturbation. Les démocrates ont alors engagé une procédure de destitution visant Donald Trump. C'est la première étape vers l'ouverture formelle d'une procédure de destitution. La fin du mandat de Donald Trump a beau être toute proche, les démocrates sont bien décidés à précipiter sa sortie. Ils ont déposé lundi à la Chambre des représentants un acte d'accusation contre le président en fonction. Première étape vers l'ouverture formelle d'une deuxième procédure de destitution contre le milliardaire qu'ils accusent d'avoir incité à la violence qui a frappé le Capitole. Les démocrates demandent également au vice-président Mike Pence de démettre le milliardaire en invoquant le 25e amendement de la Constitution. Donald Trump pourrait ainsi devenir le premier président des États-Unis à être mis en accusation au Congrès 2 fois dans une procédure de destitution. Mais le camp républicain semble réticent à lâcher le locataire de la Maison-Blanche, même si dimanche, quelques élus l'ont sommé de démissionner. Isolé, évincé de Twitter et des autres grands réseaux sociaux qui veulent éviter de nouvelles incitations à la violence, Donald Trump quittera ses fonctions le 20 janvier prochain.
C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette impressionnante photo d'enfant et de crocodile sacré de Sabou. Sabou est dans la province du Boulkiemde, c'est dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. C'est à juste une vingtaine de kilomètres de Koudougou. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.